retrouve pour notre nouveau cadre de jeu, les Spirit Coyotes, qui prend place dans la ville de Blackwater et qui va se concentrer sur la vie, le quotidien et les aventures d'un gang de bikers, répondant donc au nom des Spirit Coyotes. Et je suis accompagné de mes bikers préférés, Alteria et Elfe Cerise. Et coucou. On est prêt à défoncer des flics sur la route. Alors Blackwater, c'est pas l'état des toilettes quand on est sorti. Hein. Ça dépend les toilettes, si c'est celle du lycée d'Umberlake ou pas. Ouais, alors, le gang de recrutement sur l'humour, heureusement. Oui. C'est sûr que l'état des toilettes après Umberlake, oui. Néanmoins, reste concentré. Ça passe bien. Ça va être dur. Donc, les Spirit Coyotes, c'est donc un gang de bikers qui a pour spécificité d'être constitué d'Amérindiens, également. À 99,999%. Bah, parce qu'on a notre aussi. Blanc, Kyle. On a notre lot. Ouais, on a notre lot de Cotorep avec un blanc, ça va. C'est ça. Et ce gang, donc nous jouons en 1995 dans l'Iowa. Entre Omaha, et Des Moines. C'est ça. Et qui prend donc place dans notre cadre de jeu pour la campagne Umberlake. Retrouvée sur la... Et la campagne Blackwater. Non, Dreamcatcher. Un Dreamcatcher, oui, mais qui se passe à Blackwater. Tout à fait. Car ceux qui peut-être écoutent ma campagne solo et l'aventure de Shayton connaîtront donc les Spirit Coyotes. Et ceux qui suivent les aventures de Welcome to Umberlake aussi. Ouais. Puisqu'on en parle à un moment donné. On en parlera peut-être, on n'en a pas encore parlé. Donc je vous présente aux joueuses et tous les membres du gang, je rappelle. Donc l'homme à la tête de tout cela est Cal Harrow, nom de code Manitou. Donc Cal est le président du gang des Spirit Coyotes. C'est un homme charismatique et imposant qui a bâti son empire criminel sur les activités de contrebande, de trafic de drogue douce et d'autres opérations illégales dans la ville de Blackwater. Cal est à la fois craint et respecté dans le gang. Il a une réputation de leader impitoyable qui ne laisse pas de place à l'erreur. Sa présence inspire la loyauté chez ses hommes, mais aussi la crainte. Toutefois, pour sa famille et surtout pour ses enfants, il est un père protecteur, malgré ses choix de vie moralement discutables. Malheureusement, actuellement, depuis quelques mois, Cal est actuellement incarcéré, purgeant une peine pour ses crimes. Cependant, même depuis sa cellule, il reste une figure d'autorité pour les Spirit Coyotes, et son absence a laissé un vide que sa femme Enola a dû combler. Il a un petit casier judiciaire qui comprend trafic de drogue à grande échelle, contrebande d'armes, extorsion, tentative de meurtre. Et il a une période d'incarcération de 15 ans. Il a pris 15 ans ferme pour trafic aggravé et contrebande d'armes. Ah ouais, 15 ans. Eh ouais. Oui, c'est un homme, ma foi... Le boss, on n'est pas près de le roi. Hein. Ah bah ça dépend, hein. Peut-être qu'il peut être relâché plutôt pour bonne conduite, même si bon, le connaissant, ça risque d'être compliqué. J'allais dire, bonne conduite en pompier. Hein. Disons qu'il se verrait bien comme le Pablo Escobar pour rouge. Ouais. Oh, bon. Pourquoi on n'a plus de boss? Ah si, malheureusement, c'est sa femme. Une boss. Malheureusement. Harrow, nom de code, la Louve. Enola est donc l'épouse de Cal. Depuis que Cal est en prison, Enola a pris la tête des Spirit Coyotes, bien que cela ait créé des tensions au sein du gang. En particulier avec son beau-frère Dick, Enola a su imposer son autorité. C'est une femme forte, protectrice et respectée. Enola s'est jonglée entre son rôle de mère et celui de chef de gang. Elle est fermement décidée à protéger ses enfants, notamment Shayton et sa petite sœur Mika, même si cela signifie devoir modérer les actions du gang. Enola est moins agressive que Cal, mais elle sait se montrer ferme lorsque la situation l'exige. Elle est pragmatique, cherchant toujours une solution qui minimise les risques pour sa famille et son gang.
Alors, elle est un peu, alors j'ai envie de dire, vu que c'est un peu marathon, sauf anarchie, un peu comme Emma, mais un peu psychopathe quand même. Oui. Tu vois, faut dire que des fois, quand elle va loin. Ah, elle peut aller très loin. Oui, enfin, Enola, elle peut aller loin aussi. Hein. Enola qui. Donc, Enola est donc actuellement la présidente, ce qu'on aime, certains disent, de la coprésidente du club. Ce qui n'a pas forcément plu à Dick Arrow, nom de quoi de Shark. Donc, Dick est le frère de Cal. Et aussi le vice-président des Spirit Coyotes. Il s'attendait à prendre le contrôle du gang, cependant, donc ça a été Enola qui a été mis au poste. Il a géré des tensions entre lui et sa belle-sœur. On sait ça pourquoi c'est pas Dick du coup qui a récupéré le plan. Ouais, on sait pas, c'est le choix de Cal. D'accord. C'est le boss qui a décidé. Ouais, Dick est un homme loyal envers son frère, néanmoins, mais il nourrit une certaine rancœur envers Enola pour avoir pris la direction à sa place. Malgré ces tensions, il reste dévoué au gang et à sa famille. Dick est un homme pragmatique et redouté avec une expertise dans les opérations de terrain, notamment la mécanique et la gestion des membres du gang. Donc il a le statut au niveau de son casier judiciaire, il est statut actuel, donc il est libre en probation. Il a eu comme crime à son ardoise agression violente, trafic de drogue, mécanique illégale et contrebande. Ça va. Après, dans ce qu'on appelle l'organisation d'un gang de bikers, d'un club, il a le rôle de sergent d'armes. C'est un petit peu, on va dire, le sergent d'armes, celui qui applique les règles du club et qui maintient la discipline. Et ce rôle est dévoué à Red Wolf. Voici. C'est un homme d'une trentaine d'années, gras, musclé, au regard perçant. Il a des tatouages tribaux qui couvrent ses bras et une cicatrice sur la joue, souvenir d'une bagarre violente avec un gang rival. Red Wolf est un ancien boxeur, très respecté dans le gang pour sa force et son courage. Il est souvent celui qui règle les comptes physiques pour les coyotes. C'est un homme de peu de mots, mais son aura impose le respect. En termes de délit, il a été déjà connu pour des voies de fait aggravées, du port d'armes illégales, de l'intimidation et de l'extorsion. Homme brave. Du coup, j'y pense. Si c'est lui qui s'occupe des règlements de compte physiques, est-ce que c'est pas un peu mon supérieur direct? Oui, bah de toute façon, ça reste ton supérieur, étant donné que c'est le sergent d'armes. C'est le bras droit. Donc. Ouais. Oui, non, mais voilà, mais je veux dire, si c'est lui qui s'occupe de tout ça, et que moi je suis envoyé pour tuer les mecs... En effet, tu dois lui rendre des comptes. Voilà. Tu tues les mecs, toi? Ah, je suis la nettoyeuse, moi. Ah, t'auras donc, quand t'auras tué ton premier mec, t'auras le patch à travailler ou un truc comme ça. Moi, je me suis un peu renseigné sur les Ah, patchs. bah, je dois déjà l'avoir alors. Hein. Je les collectionne, les badges. Ouais, je me suis un peu renseigné sur les badges des. Ah, c'est cool. Après, on a la secrétaire du club. Donc, c'est Sacha Viper Greywater. T'as pas parlé de Lila, Okai. Oui, parce que j'essaie de le faire dans l'ordre. Hop, tu vois, je change la... T'as rien vu? J'ai changé la page. Ah, ouais. Ah. Donc, Sacha, j'ai dit que c'était la secrétaire, oui. Donc, une femme d'une trentaine d'années, avec des cheveux rasés d'un côté et longs de l'autre, toujours maquillée de manière extravagante. Elle est la spécialiste des négociations et du deal. Elle a grandi avec Dick et est sa régulière actuelle. Elle connaît tous les recoins de Blackwater. Très intelligente, elle sait comment manipuler les gens avec des paroles douces ou dures selon la situation. Au niveau de ses délits connus, elle a eu des fraudes et manipulations, trafic de drogue et négociations illégales. Et elle forme un duo avec la trésorière du club, Lila Redbird, nom de code Okai. Je vous montre. Donc Lila est une jeune femme d'une trentaine d'années, d'origine amérindienne, avec des cheveux longs et noirs souvent tressés à une seule natte. Elle est petite mais agile avec des yeux d'une rare intensité. Ancienne tireuse d'élite dans l'armée, elle est la meilleure avec les armes à feu et la logistique. Elle gère discrètement le trafic d'armes au sein du gang et fait partie des stratèges des coyotes. Donc son casier judiciaire comprend du trafic d'armes, usage illégal d'armes à feu
et infiltration et sabotage. Là, il nous reste qui? Reed à voir. Ouais, il y a Kyle. Est-ce que tu veux pas parler de Benjamin Ghost Tier avant de parler de nous? Oui, je vais d'abord parler de Kyle parce que Kyle a un rôle important. Oui, mais après Kyle, quoi, je veux dire. Parler de Benjamin. Donc Kyle est donc le capitaine des routes. Donc le capitaine des routes, c'est celui qui planifie, dirige les sorties et veille à la sécurité sur la route. Donc c'est sûrement un peu celui-là à qui tu dois répondre le plus. À qui? On verra ça un peu tout à l'heure. Néanmoins, Reed et... Hop, j'ai un petit freeze. Hop là, voilà. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. On écoute. J'ai ma connexion qui est un peu freeze. Pour une fois, on est discipliné, on écoute. À 57 ans, et un des rares blancs du gang, en effet. Mais il est aussi l'un des plus fidèles. Il a été adopté par une famille amérindienne dans sa jeunesse et a grandi avec les valeurs des coyotes. Il s'occupe principalement du transport de marchandises et de la gestion des deals à l'extérieur de la ville. Il est un homme charismatique, mais un côté sarcastique qui peut parfois agacer. À noter, ça j'ai oublié de le mettre dans cette description, je vais développer. Il est en couple actuellement avec la personne qu'on nomme Marie-Jeanne, une amérindienne qui s'occupe des plantations de marijuana pour le club, qui est donc la tante de mon personnage, le Koda. Donc, en termes de délit, il a fait du transport de marchandises illégales, de la contrebande et conduite dangereuse et évasion. Donc ça, c'est, on va dire, pour les têtes pensantes du club, de l'organigramme. Et après, on a une petite vague de prospects. Donc les prospects, c'est les membres, on va dire, qui sont un peu en période d'essai, pour prouver leurs preuves et leur loyauté envers le club et le blouson. Donc le premier, c'est Benjamin Ghost. Donc, Benjamin Deer, de son pseudo Ghost. C'est un homme d'une vingtaine d'années, le moins jeune du gang, parce que maintenant c'est Taki la plus jeune, et le plus discret. Ghost est un expert en évasion, furtivité et hacking. Bien qu'on soit en 95 que c'est que le début de l'informatique et d'Internet, néanmoins il a su profiter de ça. Il est souvent celui qui s'occupe de brouiller les pistes et des tâches numériques des coyotes. Malgré son apparence frêle, il est très respecté pour sa capacité à disparaître sans laisser de traces. Il est souvent le premier à être appelé pour effacer les preuves après les opérations du gang. Donc il a quand même, malgré son jeune âge, pas mal de crimes à son délit, notamment de la cybercriminalité, des effractions et cambriolages et des suppressions de preuves. Là, c'est tout pour les gangs, les membres du gang Street Coyote, on va dire PNJ. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à ceux qui sont des joueurs et joueuses. Bien, je vous laisse, mesdames, commencer. J'ai entendu. Eh ben, je vais commencer, vu que description et tout est déjà écrit et tout ça. Donc, nous avons. Donc, je vais interpréter Shenandoah Wildsong, de son surnom Claw, donc la griffe. Je vais pas forcément. Si, je vais dévoiler les trucs parce que de toute façon, ça se fera. Je balance. Shenandoah, donc de son qu'on appelle plus communément Shenan. En tout cas, les gens de son entourage l'appellent Shenan, c'est plus court. Toi aussi, à la fin de ton prénom, t'as H qui sert à rien comme Monsieur Taki. Oui, mais parce que Shenandoah, en Navarro, je sais pas comment ça se prononce, ça signifie fille des étoiles. Donc c'est le nom d'ailleurs c'est le Shenandoah National Park qui existe, et ça vient de là. C'est pourquoi Navarro? Parce que sa mère était, au passé, une Navarro, et son père faisait partie du clan des Indiens Iowa, de la réserve dont sont issus les Spirit Coyotes. Shenan est maudite, dirons-nous. C'est-à-dire qu'en fait, elle abrite l'esprit du Wendigo. Le Wendigo, c'est cette créature cauchemardesque du folklore amérindien qui a une espèce de tête en forme de crâne de cerf qui
le plus souvent, hein, c'est dans le plus souvent ces représentations-là. En tout cas, elle, c'est c'est ce à quoi elle ressemble. Une créature très grande, décharnée, avec des griffes acérées, et qui a tendance à manger la chair humaine. Shenandoah est, entre autres, cannibale. D'ailleurs, elle a hérité de cette malédiction dès sa naissance, avec un très lourd passé. Non pas parce qu'elle a bouffé quelqu'un au départ, c'est que surtout que sa mère a bouffé sa propre chair pour survivre. Enfin, une histoire atroce qui sera peut-être racontée dans nos prochaines aventures. Physiquement, Shannon est une... Oui. Précise quand même apporter une certaine modification au concept même du Wendigo. Certes, il y a une fin dévorante pour la chair humaine, mais pas que. La fin dévorante du Wendigo peut être aussi liée à autre chose. Ça peut être une fin dévorante Tout à fait. Le sexe, la violence ou d'autres... Exactement, et c'est ce qui va justement définir le caractère du personnage. Donc déjà physiquement, Shannon, à 30 ans, c'est une femme captivante, au look brut et audacieux. Son visage est marqué par une cicatrice de griffes qui court le long de sa joue droite. C'est un petit souvenir de son premier rapport sexuel avec Koda, alors qu'elle avait 13 ans, et lui 17. Ses yeux sombres, presque noirs, ont une lueur perçante et sauvage, toujours sur le qui-vive. Son teint est légèrement hâlé, comme si la vie en plein air l'avait façonné. Ses cheveux noirs, épais et légèrement ondulés tombent en épis ou dans quelques mèches désordonnées cascadant librement sur ses épaules et dans son dos. Elle porte généralement des vêtements de cuir, la veste cloutée frappée dans le dos du blason des Spirit Coyotes, avec un gros prospect marqué dessus. Des pantalons en denim usés ou en cuir, et ses tatouages parfois visibles sont inspirés de motifs amérindiens et de symboles de nature sauvage comme des coyotes ou des totems. Chaque accessoire qu'elle porte semble raconter l'histoire de sa vie tumultueuse, pleine de rebondissements, de combats et de survie dans un monde brutal. Elle est assez musclée. Son corps est forgé par des années d'entraînement et de combat, parce qu'elle fait du MMA. Elle dégage une énergie sauvage et indomptable. Une très forte présence. C'est une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Qui impose le respect, déjà rien que physiquement, et qui impose surtout la peur au niveau de son caractère. Parce que sa nature de Wendigo l'a façonné en une personne assez intrépide, plutôt égoïste dans sa quête de sensations fortes et de survie. Elle vit à une vitesse frénétique, 1000 à l'heure. Elle cherche pas à ralentir, elle réfléchit pas aux conséquences de ses actes, c'est une tête brûlée. Elle est impulsive et fonceuse. Elle a toujours soif de plus de combat, plus de plaisir, plus de douleur, plus de violence. Sa faim est insatiable, mais pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle et psychologique. Elle cherche toujours à assouvir ses désirs, que ce soit dans les rapports sexuels, les défis extrêmes, l'adrénaline, le sang. Cette faim dévorante est métaphorique et réelle et ça la rend imprévisible. Elle est toujours en quête de nouvelles expériences à vivre à fond, sans se soucier de ce que ça peut lui coûter. Elle est aussi confrontée à ses propres ténèbres, qui la rend parfois enragée et incontrôlable, quand elle se change en Wendigo, notamment. Cette rage intérieure, ça la rend dangereuse, et capable de tout pour assouvir ses besoins. Elle est loyale au gang, et c'est une alliée féroce, qui est prête à tout pour défendre ceux qu'elle considère comme sa famille. Elle est surtout loyale à Cal, car c'est lui qui a le plus confiance en elle, et en tout cas qui lui montre qu'il a confiance en elle, et qui n'hésite pas à la pousser à embrasser sa nature Wendigo, alors que les autres personnes de son entourage essayent plutôt de la réfréner. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui, elle a un petit casier judiciaire aussi, hein, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Quand elle était mineure, donc dans son casier de mineur, elle a fait du vol à l'étalage. Et depuis qu'elle est adulte, on peut compter conduite en état d'ivresse, combats illégaux, menaces ou intimidation, et également courses illégales, parce qu'elle fait des drag runs, c'est-à-dire des courses de voitures illégales en ville. La honte pour une bikeuse. C'est pas la honte pour une bikeuse du tout. Même pas à moto, quoi. Elle fait des trucs à moto aussi, mais c'est pas pareil. Ouais, je suis sûr qu'elle a même une moto japonaise en plus. Elle a une moto japonaise, absolument. Elle conduit une Honda Shadow 750 qu'elle a modifiée pour en faire un chopper. Bon, d'accord.
c'est bon. Mais ça reste une custom. Oui. C'est fini pour moi. Donc voilà, ça c'est donc Shannon. Donc toujours idéal d'avoir une Wendigo quand on a des corps à se débarrasser. N'est-ce pas? Effacer l'épreuve. Et la troisième prospect va être entrée, peut-être on va dire plus soft dans son alimentation, dans son régime alimentaire. C'est donc Taki. Lui, donc, Taki, c'est la toute petite dernière qui vient d'arriver dans le club. C'est la plus jeune, du haut de ses 20-21 ans, qui, à la différence des autres, peut-être, enfin, je sais pas trop, mais était déjà motarde, et a décidé de, plutôt que de se lier vraiment d'amitié à un chapitre, a décidé de suivre la voie du nomade. Donc de chercher sa propre voie, de tracer sa propre route à travers les États-Unis. Pourquoi elle a décidé de choisir ça, cette voie, plutôt que de rester comme tout le monde au chapitre de Blackwater? Elle aurait pu rester normalement si elle aurait suivi la logique. Mais Taki, déjà, n'est pas originaire de cette région-là. Elle est arrivée pour ses études à Amber Lake. Et puis par la suite, on développera pendant le jeu la campagne les raisons du pourquoi. A rejoint donc ce gang, mais comme je dis, sous forme de nomade. Taki est-elle une humaine? Elle n'est pas un esprit, un animal, ou un change-forme, ou un Wendigo, quoi que ce soit. Non, elle est parfaitement humaine, de père et mère humaine. Mais elle est un cœur entre deux mondes. Parce que ses parents avaient deux visions, chacun de leur vie en tant qu'Américains et Amérindiens. Son père, Iowe lui aussi, a, comme beaucoup des siens pendant la Seconde Guerre mondiale, a décidé de rejoindre l'armée américaine pour combattre au Vietnam, pour prouver que c'est un Américain intègre, à part entière, qui a fait table rase des anciennes traditions et décide de vivre à l'heure de l'Amérique moderne. Donc, pour prouver sa valeur et pour prouver son nationalisme et son patriotisme, il s'est engagé volontairement dans l'armée américaine, comme pilote d'hélicoptère UA, qui était chargé d'amener les unités sur les zones de combat pendant la guerre. À la toute fin de la guerre, pendant la débâcle qu'a subi l'Amérique, son hélicoptère a été porté disparu. Taki ne l'a pas vu, son père, à ce moment-là, elle n'a pas réellement connu son père. Elle a été conçue pendant une ferme, mais elle est née bien après. Alors qu'au contraire, sa maman a décidé, elle, de continuer les anciennes traditions et les anciens rites Iowa qui ont été transmis depuis des générations et des générations et des générations à ses enfants, qui ça remonte jusqu'à la colonisation américaine par les peuples slaves qui ont traversé l'Alaska et tout ça, enfin, la préhistoire. Et c'est des traditions de chant, oral, de danse, et surtout ce spiritisme lié aux esprits qui sont présents, qui aident les mortels et tout ça, a été inculqué à Taki par sa maman, comme le reste, sur sa nationalité et son sang américain, par son père. Ne sachant lequel réellement choisir, Taki a décidé donc de prendre la route et de tracer sa propre voie. C'est elle qui choisira quelle partie d'elle se révélera à ce moment-là, si elle restera à Iowa à 100%, ou à son tour décidera aussi de suivre les voies de son père. Elle ne sait pas réellement, elle trace, elle se cherche. Ça n'en demeure pas qu'elle reste une jeune femme extrêmement dynamique, sûre d'elle, qui sait où elle va, qui, par sa vie de nomade, a acquis une certaine maturité, qu'elle a dû se défendre contre d'autres gangs rivaux des Spirit Coyotes,
des profiteurs et autres qui ont profité de cette jeune indienne sur la route toute seule et qui sont bien retrouvés souvent à l'hôpital. Elle a un caractère fougueux, mais qui cache quand même une petite part d'ombre en elle, parce que son surnom étant Lightning, c'est clair, c'est elle qui s'est autonomée comme ça. Sa mère l'a nommée, sa mère l'ayant nommée, celle qui est née une nuit d'orage. Taki est née donc pendant une nuit d'orage, un signe évident de quelque chose, un grand destin ou de quelque chose pour sa maman. Donc il a tout de suite envisagé un tas de choses pour elle, pour son futur, pour son destin. Et voulant trancher la part en deux vis-à-vis de son père, elle a américanisé donc son surnom. Au lieu d'être celle née d'une nuit d'orage, puis c'est super long à dire, elle a appelé ça Lightning. Ok. Et Lightning a un gros problème, c'est qu'elle est aussi courageuse, aussi téméraire soit-elle sur les routes, les ténèbres la terrifient au plus profond d'elle. Elle a peur du noir, tout simplement. Elle est arrivée. Donc là, sa position actuelle, c'est à Blackwater, où elle a décidé de séjourner un temps indéterminé. Elle s'y plaît pour l'instant. Rien ne lui produit de reprendre la route sous peu. Et elle pense qu'elle va rester une paire de mois ici. Sous recommandation de la fille de... Si je dis pas de bêtises... Sur la recommandation de Winona, la fille de Enola. Voilà. De Enola, qui l'a un peu... qui lui a permis de rester avec vous. Elle, pour l'instant, ne porte pas les couleurs des Spirit Coyotes. Elle a juste le gros bandana sur son blouson nomade. Oui, nomade. Petit truc, voilà, en termes de jeu, donc t'as quand même un playbook, un livret de personnages, puis une héritière, nommée une héritière spirituelle. C'est-à-dire que tu as la faculté d'avoir des réminiscences des vies de tes ancêtres pour faire appel à leur reconnaissance. Ça, j'allais y venir, c'est un don de ma mère, ça. Elle t'a transmise, et c'est pas la seule chose qu'elle t'a transmise, ce don, pour faire appel au vécu, à l'expérience de tes ancêtres. Une arme ancestrale, oui, effectivement, donc c'est une arme ancestrale, un tomahawk, pour faire simple, qui s'appelle Cherche-Cœur, qui a la particularité de s'y frapper au cœur, de causer de très grandes souffrances à sa victime. C'est bien ça, hein. C'est ça. Voilà, et qui absorberait un peu l'âme aussi. Enfin, c'est des légendes. Pour Taki, c'est des légendes. Pour elle, c'est un héritage que sa maman lui a donné. Elle y tient. Taki a deux objets à qui elle y tient énormément. Donc c'est cette arme, ce tomahawk, qu'elle porte à son côté avec son couteau. Couteau de l'armée américaine. Et une photo, la dernière photo de son père au Vietnam, avec tous les membres de l'équipage de son hélicoptère qui s'étaient pris en photo juste avant de s'envoler pour leur dernière mission. Ça, c'est les trésors les plus sacrés qu'elle a. Ok. C'est bon ? Il y a plein d'autres choses qu'on dévoilera au fur et à mesure. Oui, on aura le temps de dire un peu plus sur Taki. Et donc, le dernier prospect club, c'est donc le personnage qu'incarne Koda Thomas Whitecloud, de son surnom Bear, l'ours. Donc, voici. Alors, juste, ça se prononce bear, parce que si tu prononces beer, c'est la bière. Ouais, moi je suis nul, moi, en prononciation. Et puis, Koda, au moins, il n'y a pas de H qui sert à rien. Oui, et bah t'aurais pu en mettre un pour être solidaire quand même. Hein. Non, même pas un rêve. Koda a 34 ans, c'est une belle barrique de muscles, de puissance musculaire. Il est un peu le mécano du gang, prenant en charge la réparation des véhicules et la gestion de la mécanique lourde. Il travaille à la casse automobile
qui appartient donc à la famille Haro. Et de l'autre, il aide à gérer aussi un peu la sécurité sur la supervision de Red Wolf, le serpent d'armes, en raison de sa force physique impressionnante et de son tempérament redoutable. Il est aussi le bras droit de Dick, qui est son ami d'enfance, et un des derniers membres à avoir rejoint le gang en même temps donc Shannon et peu de temps après donc Ghost et Taki. Bien que taciturne, il n'hésite pas à afficher son humour noir en présence de ses proches. Et tout comme Taki et surtout comme Shannon, lui aussi il a son destin qui a été marqué par les légendes amérindiennes, car à l'âge de 7 ans, il a vécu un certain traumatisme, dirons-nous. Il a perdu sa famille dans une attaque lors d'une soirée de camping dans la réserve Iowa. Et lors de cette nuit fatidique, la tente de sa famille a été attaquée par une créature monstrueuse, un être humanoïde au pelage d'ours, et se tenant sur ses 2 jambes. Son père, sa mère et son frère ont été tués, éventrés sous les yeux de Koda. Celui-ci a survécu à l'attaque, mais une cicatrice importante sur son épaule droite le marque, vestige de la morsure de la créature. Lorsque les autorités sont arrivées, le jeune garçon a décrit l'attaque comme étant le fait d'un monstre, un être surnaturel semblable à un Sasquatch, le fameux Bigfoot légendaire. Mais les autorités ont préféré en conclure qu'il s'agissait d'une simple attaque d'ours. Mais en effet, la réalité est bien celle que Koda nommait, et il a été mordu par un Sasquatch. Il a donc massacré sa famille sous ses yeux avant de le mordre, lui transférant sa malédiction. Et du coup, Koda est depuis lui aussi un Sasquatch habité par une colère furieuse qui gronde en lui. Il essaye de canaliser, comme Shannon essaye de le faire avec son côté Wendigo. Ce qui l'a pas aidé, car il a connu pas mal de déboires judiciaires lui aussi, donc il a été arrêté plusieurs fois pour agression, vandalisme, destruction de biens et port d'armes. Au niveau de sa vie, Koda peut compter sur le soutien depuis la mort de ses parents. En fait, il a été adopté par sa tante qu'on appelle Marie-Jeanne, qui s'appelle Marigold. Et donc qui est la régulière de notre capitaine des routes, donc de Reed, de famille de filiation, on va dire. Que dire au niveau de mes campagnes de jeu, je connais pas trop Taki encore. Elle est encore la petite nouvelle. Mais par contre, j'ai une certaine relation spéciale, dirons-nous, avec Shannon, n'est-ce pas? N'est-ce pas, en effet. Disons que on voit officiellement, nous sommes en couple, effectivement. Après, officieusement, je te laisse expliquer la situation. Ouais. Alors déjà, oui, en effet, ta cicatrice, c'est à moi que tu la dois. Car tu as été ma première. Et la seule. Et celle et dernière, en fait. Car en effet, dans nos élans passionnels quand on était jeunes, notre première fois mutuelle, pas si bien passé que ça. Je crois que Non. T'as eu un petit souci. Disons que ma nature Wendigo s'est activée à ce moment-là, sous l'excitation du moment, très certainement. Et disons que j'ai commencé à être violente avec toi. Et bien, le seul moyen, on va dire, de défense que tu as eu sur le moment, ça a été... Ta violence, en fait, a réveillé aussi ma part Sasquatch. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça. C'est un Sasquatch qui a couché avec une Wendigo. Un Sasquatch qui a couché avec une Wendigo et ça a donné une sale cicatrice sur l'œil et la joue et un peu le front de Shannon. C'est surtout grâce à cette expérience, dirons-nous, que Koda a découvert que les meufs, c'était pas son truc, il préférait les mecs, clairement. Disons qu'il a pas eu une bonne expérience, une bonne première expérience, quoi. Ouais, mais c'était... Bon, cela dit, Shannon non plus, et ça l'a pas empêché de continuer à coucher avec des hommes plutôt qu'avec des femmes. Ouais, Quoique. Toi, t'es une morte de faim, hein. Excuse-moi, mais... Littéralement. Putain,
Et donc, c'est un peu un secret honteux pour Koda, parce que dans 95, les mœurs et les mentalités sont pas encore assez ouvertes. Pour nous. Absolument. Il a pas fait de fiche de consentement. J'ai rien. Du coup, vu qu'en plus, il est un milieu assez viril, macho, c'est pas tous les ragots, tous les stéréotypes sur les clubs de bikers, du coup, il cache son homosexualité aux autres. Et du coup, avec Shannon, malgré leur expérience la première fois, ils sont restés très amis, ils se comprennent, et ils jouent les petits couples, histoire de Oui. cacher les vérités. Regarde, Alors, poisson. Koda a bien d'autres petits secrets honteux, mais pour l'instant, on va pas les dévoiler. Bah non, pas tout de suite. Néanmoins, vu qu'on est en couple, on vit dans un appart, et Tout c'est à comme ça qu'on a connu Taki, parce qu'elle est un peu notre colocataire. Absolument. D'ailleurs, l'appartement, si tu me permets de reprendre là-dessus, il se trouve au-dessus du Howling Coyote, le bar, J'allais y venir. le bar où je travaille. Je vais parler des activités du gang puis des lieux du gang. Mhm. Bande de repris de justice, quand même. Bah, on va peut-être, si ça te va, parler rapidement du... Bah, quand même, j'aimerais parler des activités. Ouais, vas-y, bah, je comptais parler du patron du bar, mais Puis après, on vas-y, va parler des lieux, vas-y, t'inquiète d'abord. pas, je te laisse Vas-y. la main sur le patron. Ouais. Les activités, Tiens. de toute façon, je te rappelle, t'es prospect. Donc tu fermes ta Oui. gueule. Prospect. Oh, ça va, il se calme, hein. Le Koda s'enrache, là. Merde, c'est vrai que moi aussi, je suis prospect. Et quand je parle avec la voix off, je suis calme. C'est comme si c'était calme qui parlait. Ah, c'est ça, ouais. Les activités du gang des Spirit Coyotes, donc ils font dans la drogue, notamment la marijuana, drogue douce. Ils sont une sorte de code de Mora, si on peut dire. C'est comme celui-là des pirates d'un Pirate des Caraïbes, qui introduisent tout ce qui est drogue dure, meth, crack, héroïne et toutes ces saloperies. Ils se limitent juste à drogue douce, donc marijuana, qu'ils cultivent eux-mêmes dans la réserve Iowa, fameuse herbe qui font rire, qu'on met dans le calumet de la paix. L'herbe médicinale. Voilà, tout à fait, l'herbe médicinale. On fait quoi d'autre? On fait du trafic de véhicules volés, parce que le club possède une casse automobile pratique, qui sert aussi à faire des disparitions de preuves compromettantes. C'est dingue tout ce qu'on peut foutre d'un broyeur pour voiture. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais. Un peu de trafic d'armes, pas beaucoup. Le marché à Blackwater du trafic d'armes appartient à un autre clan. D'ailleurs, je présente un peu les différents clans rivaux qui nous côtoyons au quotidien. Donc voilà, on va dire les principales... Ah oui, et ils ont aussi un casino clandestin. D'où le bar dont a été parlé, le Howling Coyote. Voilà un peu les activités de l'ombre que font les Spirit Coyotes. Et du coup, je voulais justement aborder les lieux. Parfait. Donc les lieux du gang. Donc le premier, le principal, le voici, c'est la casse automobile de la famille Haro. Et là j'ai toutes mes images. C'est un véritable labyrinthe de carcasses de voitures accidentées, de piles de pneus usés, protégé par un grillage surmonté de barbelés. L'entrée principale est gardée par un portail en fer rouillé qui grince à chaque ouverture. À l'intérieur de l'enceinte, un broyeur imposant trône au milieu des débris, prêt à compacter des véhicules hors d'usage et à détruire les preuves matérielles compromettantes. Un petit réservoir à eau couvert d'un toit en tôle se trouve à proximité, ajoutant une touche de désordre à l'ensemble. Voilà un peu le lieu de la casse. Là où il y a aussi le clubhouse, donc le lieu de réunion du gang, avec la table où il y a les réunions, mais aussi un bar, un salon, un billard et des dortoirs. C'est un peu, on va dire, le bastion quand il y a des soucis, quand on est obligé de tous se regrouper au même endroit, là où on peut s'enfermer, se sentir à l'abri pendant plusieurs jours. Le deuxième lieu, et celui-là que AETRD avait commencé à développer, c'est le Howling Coyote. C'est donc le bar
Donc, il est situé dans une ruelle discrète de Blackwater. De l'extérieur, le bâtiment en briques rouges a un charme rustique et usé par le temps, avec des graffitis artistiques qui représentent des coyotes et des motos, ajoutant une touche de caractère rebelle. Un grand panneau en bois portant le nom du bar en lettres stylisées est suspendu au-dessus de l'entrée principale. Des lumières néon bleu ciel encadrent les fenêtres, donnant une ambiance accueillante et mystérieuse. Une rampe de fer forgé mène à la porte d'entrée en bois massif, ornée de poignées en forme de tête de coyote. En intérieur, on y trouve tout ce qui est classique d'un rat de bikers, ambiance. Mais c'est le plus intéressant, ce qui se passe au sous-sol, là où il y a les tables de jeu. C'est donc une des activités du club. Et l'endroit est tenu par... Je laisse prendre la parole. Alban. Je parlais, mais j'étais mute, je suis désolé. Donc le Howling Coyote est tenu par Desmond Lone Wolf, qu'on surnomme Lucky. C'est un Amérindien, donc forcément un ancien militaire, qui a décidé de changer de... On dirait à qui Trijo version peau rouge. Pas faux. C'est vrai, tiens, c'est pas faux. Donc, c'est un ancien militaire qui a décidé de changer de boulot pour un métier qui rapportait plus, c'est-à-dire la vente d'alcool. C'est un ami d'enfance de Cal et Dick, bien qu'il soit un peu plus âgé qu'eux, et c'est sans hésiter qu'un jour il s'est proposé de les aider à blanchir l'argent du gang dans son bar, à l'aide d'un casino clandestin, donc comme tu l'as dit, qui était au sous-sol. Desmond, c'est un homme qui est dur mais juste, qui a le sens du devoir et qui a un sens de l'honneur très prononcé. Il considère ses employés comme des membres à part entière de sa famille parce qu'il n'a pas de famille à lui. Son surnom de Lucky lui vient du fait que pendant un déploiement en Irak, pendant la première guerre du Golfe donc, il a été le seul rescapé de son escouade qui était tombé dans une embuscade mortelle. Il faut savoir que c'est un loup-garou. Et sans savoir exactement la nature de Shannon, parce que oui, Shannon travaille en tant que serveuse dans son bar, c'est ce qu'on appelle communément une coyote girl, pour ceux qui ont vu le film, ils auront la référence. Et donc elle est serveuse dans ce bar, et sans savoir que c'est une Wendigo, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui lui faisait un petit peu penser à sa propre bête intérieure, mais en peut-être plus agressif et plus violent. Et il s'est un peu instauré comme un mentor, en tout cas il essaye de canaliser l'agressivité, on va dire, de Shannon. Il a beaucoup de mal, hein, soyons francs, il n'y arrive pas. Mais en tout cas, il prend très à cœur le fait d'essayer de la rendre un peu plus zen, en tout cas. Voilà pour Lucky Lone Wolf. Ok. Bien, on va aller visiter un autre lieu qui appartient un peu au gang. C'est la ferme de Marie-Jeanne, la tante de Koda. Elle est située dans l'enceinte de la réserve amérindienne Ioué, Blackwater. De l'extérieur, elle ressemble à une petite exploitation agricole typique avec une vieille grange en bois, une maison de ferme modeste et quelques enclos pour les animaux. Les champs environnants sont cultivés avec des cultures ordinaires comme le maïs et les légumes, qui renforcent l'apparence innocente de la ferme. Une clôture en bois entoure la propriété et un chemin de terre mène à l'entrée principale. Bien entendu, vous vous en doutez que c'est qu'en apparence, car dans les sous-sols se trouvent des rangées de pots contenant des plantes de marijuana, avec la salle de culture, la salle de séchage et de conditionnement. Et donc, Marie-Jeanne est donc une femme médecine, à l'origine. Ils ont dévié un petit peu de l'héritage traditionnel en termes de médecine. Elle a découvert qu'en fait, les vertus thérapeutiques de la marijuana. Oui. Et donc, c'est elle qui fournit les spirit coyotes en herbe, hors trafic. En fait, elle s'occupe de la production et les spirit coyotes s'occupent de la redistribution, de la vente. Une femme qui est assez importante dans le gang, surtout qu'en plus, elle est depuis 5 ans en couple avec
le capitaine des routes du club. Un des derniers lieux qui est assez proche, alors qui n'appartient pas au Spirit Coyote, mais qui est beaucoup là dans leur cœur, c'est le district Iowa. C'est en fait un des quartiers qui se trouve dans la réserve amérindienne. Et c'est le quartier d'avance de la plupart des membres du club. Et c'est une zone défavorisée où la pauvreté fait ressentir preuve de la discrimination des natifs amérindiens au sein de la communauté de Blackwater. Notamment, c'est de là est originaire Koda, zone d'enfance, et là. Je sais pas pour Shannon si tu en viens ou pas du district. Oui, j'en viens aussi parce que on est amis d'enfance. Oui, forcément. Je sais pas, tu peux être une Donc, oui. patrie, t'es à moitié Navarro. Je suis à moitié Navarro, mais je te rappelle que mon père fait partie de la communauté. Et toi, t'as qui du coup? T'es originaire du district ou d'ailleurs? D'ailleurs, je l'avais dit, de la base militaire d'Amber Lake. Ouais, on veut dire, Ouais. t'es né là-bas, t'as toujours grandi là-bas? Bah, mon père était stationné là-bas avant de partir à la guerre, donc oui, et ma mère, elle a toujours le logement. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont logés sur place. D'accord. Voilà. Et elle a le droit pour service rendu, enfin des trucs comme ça. Donc oui, je viens de là-bas, moi. Je viens pas de la réserve. Voilà un petit peu. C'est une demande de mon père pour s'intégrer en fait. Voilà un petit peu pour les Spirit Coyotes. Maintenant, je vais un peu élargir un peu le cercle pour vous présenter aussi Blackwater en elle-même, cette ville, qui est la ville voisine de Amber Lake, que l'on connaît grâce à notre campagne principale Welcome to Amber Lake. Mais Oui. on se connaît surtout Blackwater aussi pour ma campagne solo. Il y a quelques personnalités à connaître, car hormis le fait que les Spirit Coyotes ayant leur foyer, c'est aussi le foyer de deux autres familles rivales. Ils font partie aussi du milieu criminel de la ville. Le premier est le clan Toussaint, des Afro-Américains, dirigé par Adia Toussaint, la matriarche, qui, pour tout le monde, est la gérante d'une boutique d'onglerie de manicure dans le centre-ville. Mais en réalité, la tête pensante de cette famille qui a pour activité principale le trafic d'armes. Et petite particularité de leur famille, c'est que Adina, comme sa grand-mère, son arrière-grand-mère, sont une lignée de prêtresses vaudou. Et il faut bien avouer que elles utilisent leur pouvoir occulte pour assurer la sécurité de leur famille et leurs petites transactions illégales. De l'autre côté, il y a le clan McGuffin. Les McGuffin sont des riches propriétaires terriens blancs, traditionnalistes, conservateurs, républicains, et qui ont à leur tête Rick McGuffin. C'est plus à qui tu faisais penser, Jade? Pardon? C'est plus à qui tu faisais penser, Jade? La dernière fois, tu m'avais fait sortir, tu faisais penser à quelqu'un, mais un peu à qui tu faisais penser. Moi, il me fait penser à J.R. Ewing dans Dallas, mais en version fat. C'était ça, ouais. JR de Dallas. Et du coup, les McGuffin, eux, sont plus marchent plus sur le plate-bande des Spirit Coyotes, car eux, leur domaine de prédilection, c'est le pavot, l'opium. Ils cultivent en fait au milieu des hectares de leur champ de maïs, bien cachés à l'abri des autorités. Ils sont les plus grands propriétaires terriens de la ville. Et ils sont souvent en concurrence avec les Spirit Coyotes, car Rick McGuffin lorgne depuis des années sur certaines hectares de forêt qui appartiennent à la réserve Iowa. Voilà les deux puissances principales qui s'opposent à notre famille. Et c'est sûr, il y a d'autres acteurs. En présenter au moins un. On a sûrement déjà dû faire affaire avec lui. C'est le shérif local, Cliff Travers, surnommé gentiment Double Face.
en raison de l'immonde cicatrice de brûlure qu'il a sur la moitié du visage. C'est un homme assez impitoyable qui rêve de pouvoir mettre à l'arrêt tous les spirites coyotes. Il est déjà fort content car il a participé à l'arrestation de Cal. Et c'est pas non plus un paladin, si on peut dire. Ah non, ça c'est sûr. Disons qu'il est prêt des fois à aller outre les prérogatives de la loi pour aller au bout de ses objectifs. Déjà tenté quelques coups de pute contre les différentes familles du crime qu'il y a pourri sa ville. Voilà un petit peu sur le cadre de Blackwater. Est-ce qu'il y a un autre personnage que vous pouvez connaître, la joueuse? Oui. Alors, par contre, je suis pas sûr que si je peux, tu t'avais mis son image du père de qui? Le père de Shannon. Je l'ai mis. Attends. C'est Irving Whitefeather. Ce bon vieux Irving, en fait, est le chef du conseil tribal de la réserve Iowe. Donc, c'est lui qui s'occupe du centre communautaire de la réserve et qui représente donc toute la communauté amérindienne auprès du conseil municipal de Blackwater. Et disons qu'il n'est pas un honneur de sainteté aux yeux des Spirit Coyotes, car depuis peu on s'est rendu compte que Irving faisait en sorte de moderniser un petit peu la réserve amérindienne. Là, pour ambition, voilà, de rafraîchir un peu l'image de la réserve et de s'éloigner des traditions, quitte à revendre quelques bâtiments ou quelques infrastructures qui appartiennent normalement aux Amérindiens. Et que, notamment, Enola Haro, notre présidente, le voit de mauvais œil. Un vautour, clairement. Lui, si son totem amérindien pouvait être le vautour, ce serait clairement le cas. Donc voilà un peu pour la présentation de notre cadre de jeu. Vous, en tant que joueuse, vous avez des questions ou vous avez des éléments à apporter supplémentaires? Ouais, je vais peut-être parler de mon père très rapidement. Il est dans ta fiche. C'est mon beau papa, heureusement. Ouais. Donc, Tekoa, comme il s'appelle, Tekoa Wildsong, c'est le papa surprotecteur, on va dire. Il sait forcément la malédiction qui afflige sa fille. C'est lui qui l'a trouvée à sa naissance dans la mare du sang de sa maman, en train de la bouffer, d'ailleurs, alors qu'elle avait pas de dents, mais elle l'a bouffée quand même. Et du coup, eh bien, alors au sein de la communauté, c'est un homme qui est plutôt bien vu. Il a été assistant de sa femme, qui était femme médecine pour la communauté. Du coup, il continue un petit peu à s'occuper des gens qui ont des petits problèmes, etc. Mais lui, il a eu une formation de médecin à la base. Donc c'est le docteur, on va dire, de la communauté Iowa. Ah, bah, j'ai une idée, je te coupe, ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu veux, vu qu'il est docteur, il pourrait être à la tête de... Merde, j'ai oublié le mot, je l'avais. Tiens. Ouais, tout ça pour ça. La clinique communautaire. Absolument. Absolument. La clinique communautaire, d'ailleurs, c'est lui qui en est le fondateur. Il n'y en avait pas avant. Et je te propose une autre idée, t'as qu'à y être. Est-ce qu'il ferait partie, lui aussi, du conseil tribal? Même si oui, bien sûr. Conseil, ça me semble logique. Et d'ailleurs, j'ai même envie de te dire, par rapport à... si on doit voir par rapport à Irving Whitefeather, il s'oppose pas mal à lui. Du fait que, effectivement, Irving hésite pas à faire en sorte de revendre des parties du territoire Iowa. Et lui,
Tekoa, lui, est assez... Il a beau être quelqu'un de moderne, etc. Il vit avec son temps, on va dire. Il est quand même assez traditionnaliste sur certains trucs. Et pour lui, le devoir de mémoire des Amérindiens passe par le fait de garder ce qu'on a. Parce qu'on a déjà été bien assez dépouillé par les Blancs, à ses yeux, et il a bien raison. Donc autant ne pas leur donner... Enfin, ne pas continuer dans les travers qu'ont eu nos ancêtres. Voilà, donc après, par rapport à Shannon, qu'est-ce que je vais pas forcément tout raconter, vous le verrez en jeu, ça sera plus sympa. Mais voilà, c'est une figure assez importante quand même de la communauté. Ok. Je me permets de rebondir, je vais vous présenter deux autres figures importantes de la communauté, dont un qui me paraît c'est important que j'ai oublié de le mettre sur Trombinoscope parce que c'est Bigby Arrow. Je vous le montre. Donc c'est le père de Cal Arrow. Il est magnifique. De quoi? Qu'est-ce que tu dis sur Papy? Il est magnifique. Et en fait, homme de très grande importance. Car en fait, c'est lui le créateur et fondateur, un des pères fondateurs du Spirit Coyote. Donc il est maintenant... Ah ouais. On dirait pas. Oui, il a été dans sa jeunesse, c'est un homme médecine très réputé. Il a fait la Seconde Guerre mondiale en tant que dans l'escadron des codes Tackle, donc unité amérindienne qui était spécialisée dans les codes secrets. Et actuellement, en fait, on peut le retrouver dans sa caravane pour la réserve Iowa, où il s'amuse à faire des sculptures en bois pour les touristes. Comme ça qu'il gagne sa vie un petit peu actuellement. D'ailleurs, ça peut totalement être lui qui a formé à l'époque la mère de Shannon à la médecine traditionnelle. Clairement. Aussi. Et en fait, ce que vous savez, c'est que depuis que son fils a repris la présidence et que il a un petit peu amené le club vers l'égalité, c'est parti à ce moment-là que Bigby a voulu se retirer. Il s'est isolé à sa caravane. Ok. Un autre homme important à connaître qui est lié à la famille Arrow, car ils sont un peu au centre c'est le frère de Enola. Donc c'est pas un Arrow, c'est un Rider, car Enola s'appelle de son nom de jeune fille, c'est Enola Rider. C'est son propre frère, donc c'est Neil Arrow, qui est le chef des Rangers, des gardes forestiers de la réserve Iowa. Ok. Donc il est au courant de certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il les accepte. Il sait très bien que la Marie-Jeanne, dans sa ferme, il n'y a pas que du maïs et des carottes. Ouais, il sait très bien que sa sœur fréquente Calaro et tout. Mais disons que, voilà, il fait avec. Il ferme les yeux. Tant que les affaires du Spirit Coyote ne provoquent pas de chaos au sein de la réserve. Il sait que Bigby a créé le club Coyote qui était en vue de protéger la réserve et la communauté, à les aider. Et que bien le fait que Cal ait pris une tournure plus illégale, il y a toujours eu le fait que les Spirit Coyote n'ont jamais foutu le bordel en fait dans la réserve et ont été un peu toujours les protecteurs de la réserve. En effet, même s'ils font du trafic de drogue et tout, ils ont toujours fait en sorte que la drogue ne circule pas et ne ravage pas le district de la réserve. Que Neil est au courant de ça, c'est pas pour autant qu'il accepte cet état de fait. Donc voilà un petit peu personnalité, je pense avoir fait le tour. Ouais. Là, je vous montre vite fait aussi l'image du centre communautaire. Là où il y a la clinique. Absolument. Donc, c'est stylé. L'hôtel de ville de la réserve Iowa, de la communauté amérindienne. Avec du coup son propre service de police indépendant, de celui-là de Blackwater.
son propre service sanitaire de santé, scolaire aussi, et que les jeunes, une fois les premières études faites à l'école communautaire, vont au lycée de Blackwater. Mhm. Et en fait, il est en pleine restructuration, une impulsion de Irving Whitefeather, qui essaie de redynamiser un peu tout ça. Avec des plans immobiliers un peu douteux. Voilà. C'est le tour. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, pour moi ça devrait être bon. Faudra juste que tu me donnes les droits sur la fiche de Tekoa pour que je puisse mettre à jour avec les infos qu'on a dit. Bien sûr, mais regarde, Voilà. tu l'as déjà fait en fait. Hop. Voilà. Voilà. Magique. Magnifique. Merci beaucoup, monsieur. Alors, par rapport à vous, manque de repris de justice, Taki n'a pas encore de casier judiciaire. Elle est jeune, ça va arriver, t'inquiète pas. Ah oui, Ah, pour l'instant, elle est- un pseudo de toi. C'est Lightning du coup. Hein. D'ailleurs, Lightning. t'as parlé de celle qui s'occupe du moment où on se fait harceler par le policier ou pas, par le shérif ou pas? J'ai pas entendu parler d'elle. De quoi? L'avocate. Ah oui, oui, bien sûr, oui, on a un allié, oui, en effet. Elle est où, oui, c'est Elle est dans vrai, Blackwater. Elle est dans Blackwater. En effet, une des alliées aussi du club, que l'on connaît. Surtout, t'inquiète, tu la connais pas, tu n'as pas encore eu de soucis avec la justice, mais au cas où, tu présentes Maître Rachel Sanderwalk, notre Elle a déjà dû la voir au club. qui est spécialisée donc, dans le droit amérindien. Et qui aime jouer, abuser de la carte du racisme systémique pour protéger les membres du club. Ça marche. Des Ça fois, marche c'est un bien. peu lourd, les choses. Et elle est vive d'esprit et c'est un vrai requin en affaires. Et les filles. Et elle est bien sûr au courant de toutes les petites magouilles du club. De rien oublier. Bah, je pense qu'on est bon. On est bon. Bah, je pense. Bah, après, on Voilà, sait. c'est bon. Moi, j'ai pas spécifiquement spécifié les relations que Taki avait avec les autres membres du gang parce que ça fait pas suffisamment longtemps qu'elle Justement, est là. bonne question. On peut faire un tour pour chacun d'entre nous. Elle commence. Voilà. Les idées. Voilà. Bon. Oui, voilà, ce qu'elle vient d'arriver. Donc évidemment, elle s'est présente, enfin, elle a été présente, enfin, co-présidente qui l'a fait rentrer, donc c'est elle qu'elle connaît. Ouais, c'est nous là. Voilà, c'est peut-être pour avoir parlé un petit peu et tout ça, c'est plus elle. Les autres, par son tempérament un peu sauvage et un peu solitaire, elle n'a pas été les voir spécialement en premier. Généralement, c'est eux qui ont dû plus la voir. Enfin, tu sais, mais elle n'a pas vraiment d'attache avec personne pour l'instant. Parce qu'elle connaît personne, en fait. Elle respecte, attention, qui est qui fait quoi, là-dessus, c'est pas le problème. Hein. Mais elle connaît absolument personne. En fait, elle se... Et puis, bon, ça... peut-être que ça se fera avec certains, ça se fera pas avec d'autres. Mais pour l'instant, c'est la petite dernière qui arrive et puis qui... Ouais, à la différence qu'on aurait pu penser d'elle, tu sais, qu'elle cherche ses marques et tout ça, Taki est relativement à l'aise, en fait, là où elle se trouve. Donc, au club, pas qu'elle a spécialement des marques, mais elle est discrète, elle fait ce qu'elle a à faire, elle vit sa vie, et puis quand des membres ont besoin d'elle, elle répond présente, évidemment. Du coup, niveau relation, tu as pu commencer aussi à fréquenter quand même notre capitaine des routes, Kyle, donc Reed, on va utiliser leur pseudo, Reed. Oui, Alors, du coup, je pense qu'il t'aura déjà un peu pris à part pour faire, tu vois, quelques balades pour te faire découvrir un peu plus le coin du Blackwater. Les routes, oui, tu bien. connais, les sentiers, les raccourcis, pour des runs de livraison de marijuana et tout. Donc, tu peux passer du temps sur la route avec lui. Et évidemment, moi de mon côté,
j'aurais montré les routes que j'ai déjà fréquentées, lesquelles j'ai prises, celles où j'ai vu des policiers, celles où il y en avait moins. Là, il y a un diner au milieu de nulle part, faut pas y aller parce que il y a trop de bikers d'un gang quelconque, hein, qu'on n'a pas trouvé que sache qu'on existe. Là-bas, elle a croisé ça. Enfin, elle fait un petit peu qu'elle a déjà vécu de son côté. Mine de rien, elle a déjà pas mal roulé quand même. Donc elle met un petit peu l'expérience de son côté au service du club. Pareil, tu as indiqué certains lieux aussi à éviter. Notamment, il connaît très bien un lieu. Je vais te montrer. C'est le panneau d'entrée de Blackwater. Il y a un gros panneau devant la route, devant la ville. Car en fait, c'est derrière ce panneau que aime se cacher votre grand ennemi de la route. Le flic. Le shérif Bill Travers. Ouais. De là où il met son radar. Ah ouais, allez. Il y a un autre lieu qu'il t'a montré aussi, sur une des routes principales que tu prends le plus souvent. Et dans la réserve. C'est la route qui mène jusqu'à la réserve Iowa. Là aussi, il y a le shérif. Alors, il y a le shérif, mais il y a autre chose. Ils sont combien les shérifs là? Il s'est cloné. Non, il a plein d'endroits maintenant. La route qui mène de Blackwater jusqu'à la réserve amérindienne, il n'y a pas non plus 20... Il y a quoi, peut-être 5 km, 5-6 km, moins d'une dizaine en tout cas. Elle passe juste à côté du ranch des McGuffin. Oh. Donc il te dit de faire quand même attention quand tu vas, que la famille McGuffin ne te... Oh oui. Fasse pas. De toute façon, petite, tu reconnaîtras le gros McGuffin. Il se voit comme une mouche sur le cul d'une vache. Il conduit toujours un putain de Hummer blanc. Je sais pas ce qu'il a, mais il kiffe le blanc. Genre, il croit qu'il est plus blanc que blanc, le mec. Laisse-moi rire. Ouais. En tout cas, c'est un blanc-bec. Ouais, c'est un blancos. Tout à fait. Shinan, toi, est-ce que tu as déjà quelques relations avec les spirites? Peut-être. Oui, vas-y. Ouais, excuse. Bah, ça concernera peut-être plus Koda par rapport à ce que je t'avais dit. Mais ça fait déjà, on va dire ça, qu'il y a le certain Ghost. Ouais. Moi, je feins de ne pas le remarquer, parce que je m'en fous complètement. Disons qu'il est pas insensible pour l'instant. Ah oui. Mais c'est vrai que Suicidio. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à pas être insensible. Mais là, parce que lui, en fait, Ghost, il essaie de se faire remarquer par moi, en fait, tu vois. Oh, mais il n'est pas le seul, hein. Voilà, mais tu sais, remarquer comme un ado le ferait, tu vois. Oui. Il m'a pas fait du rentre dedans, mais quand il passe, il va bomber le torse, il va faire un truc. Il essaie de se faire remarquer. C'est un peu maladroit, ça me fait rigoler. Mais... Il te télécharge plein de trucs sur Emule. Voilà, oui. Punaise, ça existait déjà à l'époque. Winnie l'ourson. Alors, si tu me permets, je vais parler du coup de l'autre personne qui crush sur Taki. Non, putain. Donc, ce charmant personnage n'est autre que Lyle Blackbird. Oh là là. Alors, Lyle étant son surnom, son petit prénom dont il a une honte absolue, c'est Leslie. Ses parents ont choisi de l'appeler comme Leslie Nielsen, qui n'existait peut-être même pas, enfin qui n'est pas très connu à l'époque déjà. Et donc Lyle, c'est celui qui conduit le camion de fourrière, en fait, de la casse. Il est pas très physiquement attirant pour la plupart des femmes du groupe. Il a une belle fourrure sur le torse. Ah, ça c'est dégueulasse, quoi. Il a une magnifique fourrure sur le torse, c'est vrai quand même, je peux pas le nier, elle est sublime. Il est aussi gras que la bouffe qu'il ingère.
et que son humour, quand il tente de draguer la pauvre Taki, parce qu'il n'est pas très subtil. Humour poète camion. Ah, c'est ça. Il est pas très subtil, il est pas très discret, il est pas très charmant. C'est le gros bof dans toute sa splendeur. Et malheureusement pour toi, Taki, bien qu'il fasse un petit peu ce comportement avec toutes les filles du gang, c'est sur toi que porte le plus souvent son dévolu. Et tu es sa cible préférée. Voilà. Est-ce qu'il te taquine ou est-ce qu'il va vraiment... c'est vraiment sa manière de te draguer, tu sais pas trop. En tout cas, c'est lourd. Taki, c'est ça? Il te taquine. Ouais, c'est un bizutage. Hein. Moi, je prends ça comme un bizutage. Hein. Ah, tu le prends comme tu veux, mais lui, à mon avis, il aimerait bien te prendre autrement. Oh non, avec les poils et tout. Avec les poils. Et spoiler, son cul est aussi poilu que son torse. Ouais, mais ça, je sais pas. Ça a l'air vachement. Ah si, tu le vois, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a obligé à porter une salopette, sinon on voyait toujours le sourire du plombier. Donc, Ah ouais. et ne l'a dit, là. non, mais une salopette, mec. Pourquoi? Du coup, Shenan, toi, par rapport aux autres membres des Spirit Coyotes, Alors, moi, c'est surtout Cal que je connais le mieux. Parce que avant de se faire arrêter, c'est lui qui m'a recruté. Il me voit. Alors, je sais pas comment. J'ai pas déterminé comment il a appris ma nature. moi, je sais. Mais tant mieux. Je le découvrirai peut-être un jour en jeu, j'en sais rien. Mais en tout cas, depuis qu'il le sait, il me voit comme la petite nouvelle utile qui peut faire, qui peut manipuler afin de lui faire accomplir les besognes que refuseraient de faire la plupart des gens. Et il me manipule bien, effectivement. Il me fait penser, il me fait voir que je suis plus importante, que ma nature n'est pas en réalité une malédiction, mais qu'il faut que je l'embrasse et que je me laisse pleinement aller dans ma nature de Wendigo. Le problème du fait d'être proche, parce que j'étais très proche de Cal avant qu'il se fasse arrêter, donc jusqu'à son arrestation. Après son arrestation, je suis une des rares personnes qui a des passe-droits pour aller le voir, lui rendre visite en prison. Il y a, je crois qu'en dehors de sa femme et ses gosses et peut-être son frère, il doit y avoir personne d'autre qui a le droit de visite, sauf moi. Du coup, inutile de dire que déjà Enola est extrêmement jalouse de ça. Si elle avait pu m'éjecter du gang, elle l'aurait fait. Mais bon, sans doute, même s'il est derrière les barreaux, c'est quand même son mari qui chapeaute le gang. Et donc, il a dû lui dire hors de question que tu la vires, celle-là, elle est à moi. Donc, elle aime bien me mettre des bâtons dans les roues en plus de me garder à l'œil, juste pour faire en sorte que je sois mal vu par Cal et qu'il trouve un moyen, une raison de me virer, en fait. Mais il n'y a pas que lui. Enfin, il n'y a pas qu'elle, disons. Il y a pas mal d'autres membres du gang, sans les citer, parce que je ne les ai pas déterminés, on verra ça en jeu, qui voient d'un mauvais œil qu'une simple prospecte comme moi soit déjà nettoyeuse, alors que c'est généralement réservé à des gens un peu plus hauts dans la hiérarchie, un peu plus établis. Donc il y en a quelques-uns qui sont jaloux de cette ascension assez fulgurante, qui désapprouvent un peu cette promotion rapide. Pour eux, c'est un peu une remise en question de l'ordre hiérarchique du gang et ça leur plaît pas. Et à contrario, il y en a d'autres qui vont plutôt interpréter ça comme un signe que Cal a vraiment confiance en moi. Et du coup, ils vont peut-être plus me respecter et m'apprécier pour ça. Mais bon, que ce soit les uns les autres, ils se disent tous que j'ai un traitement spécial. Et du coup, ça crée des rumeurs. Est-ce que je coucherai avec Cal ? Est-ce que je suis en réalité sa fille à lui, légitime ? Voilà, je sais pas. Je rappelle qu'on est un couple. J'allais dire, on est un couple. On est en couple ? Écoute, mon chéri, je ne te trompe pas, voyons.
J'espère que tu me crois. Bien sûr. Moi non plus, je te trompe pas, ma chérie. Non, pas du tout. Je le sais très bien. Il n'y a que moi dans tes yeux. Tout à fait. Et voilà, donc du coup, c'est mi-figue, mi-raisin pour les membres du gang. Voilà, Enola ne m'aime pas, clairement. Elle le fait bien sentir. Et Cal, lui, m'apprécie pour des raisons Utilitaire. utilitaires. Ah bah, il doit bien avoir un membre ou deux qui m'aime bien, mais bon, faut que je détermine qui, quoi. Ah, je pense que... Comment il s'appelle Isaac. Il m'apprécie parce que je fais du bon travail. Mine de rien. En plus, c'est un ancien boxeur. Moi, je fais du MMA. Donc, du coup, ça nous est peut-être arrivé... On a à peu près le même âge. Ça nous est peut-être arrivé d'échanger un peu des coups dans un ring, quoi. Je pense. Oui, je pense que oui, clairement. Et je pense que c'est peut-être celui qui me respecte le plus. On peut même imaginer qu'il y a une salle un club de sport, une salle de sport où Oui. il y a un règlement sur le ring. Oui, bah, j'imagine que dans la réserve, il doit y avoir une salle de sport, c'est sûr. Alors, peut-être pas dans la réserve, plutôt à Blackwater. Oui, bon, je me suis dit peut-être que souvent les Amérindiens aiment vivre en autarcie dans leurs petits trucs, donc Alors, je m'étais dit peut-être. Alors nous, la casse automobile et tout le truc, tous nos business, c'est sur Blackwater. Oui, ça, je dis pas le contraire. Mais je pensais peut-être pour une salle de sport ou un truc comme ça que ça serait un peu plus pour la communauté, quoi. À voir, on peut y réfléchir. Oui, on y réfléchira. Mais du coup, voilà, je pense que de tous les membres du gang, c'est peut-être lui qui a le plus de respect pour moi. Réfléchis, j'ai une idée, je te la pose comme ça. Mhm. Il y a une salle de sport, en effet. En fait, il y a des dernières américaines, il y a un vieux champion qui gère un club, qui veut apprendre, tu sais, pour canaliser les jeunes et tout. Mhm. Mais le problème, c'est que Irving Whitfielder rêve en fait de s'accaparer les lieux, faire fermer le club pour le point de vue immobilier. Il a pas intérêt à le faire, ça. Et du coup, je te laisserai réfléchir au proprio, à ce vieux boxeur de retraite qui est aussi un peu dans le MMA aussi, du coup, qui va être coaché. Ça sent le casino, ça. Marque tout ça quelque part, c'est à creuser. Ouais, je vais le noter dans la conversation de groupe pour me rappeler. Ça sent le casino, ça. Ouais. Bah, il y en a un casino déjà. Tu vas le faire pour Koda. Moi, j'avais tout écrit. C'est relation avec les Spirit Coyotes. Donc, vis-à-vis de Cal, il respecte beaucoup le président du club et ne contestera jamais son leadership. Et Koda le craint quand même, car il sait que Cal peut être violent, sans pitié, sournois et retors dès qu'il s'agit de faire avancer ses objectifs. Vis-à-vis de Enola, il apprécie la coprésidente car elle sait se montrer plus souple et moins inflexible que son mari, et surtout moins radicale. Il espère secrètement qu'elle arrivera à gommer certains des aspects les plus sombres du gang. Vis-à-vis de Dick, c'est son ami d'enfance, il fera tout pour lui. Koda fait preuve d'une vraie loyauté envers Dick. Néanmoins, malgré cette amitié, il n'a jamais osé lui avouer son activité de Chippendale, son homosexualité. Vis-à-vis de Viper, donc notre secrétaire, il la respecte car elle est la régulière de Dick. Il n'ose pas trop parler quand elle est présente car il sait que Sacha est du genre à faire attention aux moindres mots que l'on prononce et qu'elle est douée pour lire entre les lignes. Et vu que Koda est de naturel gaffeur, il tourne toujours sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler quand elle est dans les parages. Vis-à-vis de Hawkeye, notre trésorière, il la côtoie pas plus que ça à l'extérieur du club, n'ayant pas trop d'affinité avec elle. Cependant, il a déjà passé du temps avec elle afin de s'améliorer dans le maniement des armes à feu. Car il sait qu'il ne peut pas tout régler avec ses poings, et vu qu'Hawkeye est la plus douée avec les flingues, elle accepte de lui servir d'instructeur. Vis-à-vis de Reed, notre capitaine des routes, étant donné que Kyle est le mec de sa tante, Marie-Jeanne, depuis un peu plus de 5 ans, Koda le fréquente souvent en dehors du club. Il l'apprécie bien car, jusqu'à présent, Reed s'est toujours montré correct avec sa tante, et ils ont déjà pas mal fait de repas de famille ensemble. Par moments, il voit en lui une sorte de figure paternelle. Vis-à-vis de Red Wolf, donc notre père gendarme, Koda a beaucoup de mal avec Isaac. Il trouve qu'il a une personnalité trop sombre et un peu trop zélée vis-à-vis de Cal, et son attitude de mutisme met au regard scrutateur qui veut tout dire, le dérange et le met mal à l'aise.
Concernant Ghost, donc le petit prospect, il apprécie bien le petit nouveau et il sympathise souvent avec Benji. Vu que celui-ci est le plus jeune du gang, il a une certaine ouverture d'esprit malgré son naturel solitaire. Le fait qu'il soit très à l'aise avec les nouvelles technologies, notamment Internet, intrigue Koda qui a déjà osé lui demander de lui télécharger quelques films pour adultes, en essayant de trouver des excuses détournées pour du contenu en disant que c'était Shinan qui voulait voir ça. Ouais, genre. Et quand demander de l'aide à Ghost pour promouvoir son activité de Chip and Dale via Internet. Vis-à-vis de Shaitan, parce que forcément c'est le fils de Cal et Enola et c'est quand même mon personnage dans ma campagne solo. Donc il apprécie le jeune homme, c'est lui qui lui a donné son goût pour ses groupes de musique préférés, les Red Hot Chili Peppers et Nirvana. Ils se sont d'ailleurs promis d'aller voir ces derniers lors de leur futur concert à Des Moines. Que voilà un peu pour moi. C'est beau. Voilà. Bah écoutez, je vous propose une petite mise en bouche. Pour commencer à faire un peu de RP. Ça va se dérouler alors qu'on est à la casse automobile. Pour vaquer aux occupations du club. Et du coup, pour ma part, donc moi je travaille à la casse automobile comme mécano. Toi, Shinan, tu es donc au Coyote, ça c'est ça, au Link Coyote, tout à fait. Et toi, à part être nomade, est-ce que tu as quand même une activité qui te rapporte de l'argent ou pas, Taki? Bah généralement. L'aide sociale. Hein? Les aides sociales. Oui, j'en ai un petit peu, mais non, professionnellement posé, non, j'en ai pas. Parce que je reste pas assez longtemps en place. Je vais généralement faire des petits boulots dans les bleds où je m'arrête quelque temps. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. J'ai déjà fait, j'ai déjà fait comme China, j'ai déjà fait serveuse dans les diners. Mon statut de motard un peu me fait démerder en mécanique parce que quand ta bécane elle tombe en rade au milieu de nulle part, faut savoir la réparer tout seul. Hein. Donc c'est pareil, j'ai bossé dans les garages à gauche à droite. J'ai toujours fait des petits boulots qui m'ont permis de vivre plus que de survivre. Une nature assez débrouillarde. Parce que si tu veux être nomade, faut savoir te démerder. Hein. Donc là, j'ai toujours des petits boulots à gauche à droite où j'arrive à me poser. Eh bien, notre histoire va commencer de popper la date dans ma tête. On va être le 6 juillet 1995. Ok. Un peu histoire de changer, de se mettre un peu en été. Et on est le matin, alors que Koda a commencé déjà à bosser. Il a déjà tombé son t-shirt comme c'est une habitude pour mettre les mains dans le cambouis. Pour extraire à main nue un énorme moteur d'une Cadillac qui a été amené. Après, tu sais, il le tire, il met les chaînes, tu sais, avec niveau sur la poutre. Oui, bien sûr. Sur un pont. Ouais, sur un pont. Et secrètement, en fait, je m'imagine que la chaîne, c'est ma barre de Paul Jones. Et je déjà à mon prochain numéro. C'est beau. Pourquoi, Shinan, tu es là ce matin-là? Comment? Je suis là à la casse ce matin parce que je cherche une pièce de remplacement pour ma voiture, pour ma Chevrolet Impala de modèle 1967. J'ai un petit malin qui m'a pété le rétro gauche. Et du coup, je suis venu pour voir s'il n'y en avait pas un à remplacer. Écoute, quand tu arrives avec ton Impala, que tu te gares sur le centre de la casse, t'as Reed qui sort, notre capitaine des routes. Tu vois, il dit ouais, une bagnole. Ah, mais quitte à carrément, si tu veux, on te met les petits trous à la moto si t'as besoin de 4 roues pour te sentir à l'aise. Il dit ça avec un petit coquin. Ouais, je
Je le regarde avec un petit haussement de sourcil quand il me dit ça, et je lui dis c'est ça, vas-y, moque-toi. En attendant, ma bagnole, elle ramène du fric. Et je fais référence aux courses de bagnole que je gagne et dont j'injecte une partie de l'argent dans le gang. Ah. Et ça lui fait faire un peu son caquet. Et toi, Taki, tu es ce matin à la casse pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'amène à la casse? C'est simple, c'est un peu le tour du propriétaire, tout simplement. Je viens, vu que ça fait quelques jours que je suis arrivé, je cherche un peu un lieu où, on va dire que je suis pas encore dans votre appart. On pourra vraiment jouer la mise en... L'aménagement, ouais, carrément. Ouais, voilà, merci, je te remercie. En fait, là, je cherchais un petit peu, à gauche, à droite. Les premières nuits, j'ai un peu créché au club. Oui, parce que même là, à la casse, il y a le clubhouse avec du coup les dortoirs. Ouais, voilà, il y a ça, il y a là. Et puis là, je fais un peu le tour du proprio, prendre mes marques, savoir qui fait quoi là et là. Plus en mode, ce matin, tiens, je vais aller faire un tour. Et puis, mes roues, parce que moi j'arrive en moto, hein, une Indians d'ailleurs, comme marque, une Indians, c'est pas une Harley, une Indians, qui répond au nom de Bird of... j'espère, rassure-moi. Ah, évidemment, indien, oui, évidemment que c'est américain, marque qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Donc ouais, comme je dis, c'était plus par... Ah putain, je perds mes mots. Plus pour faire le tour du proprio. Voilà, merci, ça rien. Tourner un peu dans Blackwater, je suis arrivé devant la casse, je me dis, ah bah oui, c'est à nous ça. Puis on va aller voir. Donc je grandis les tokens peut-être. J'arrive pas à les changer la taille là. Non mais je sais le faire, hein, t'inquiète, c'est juste que l'ordinateur a du mal ce soir. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois, et pas de soucis. Qu'on avait Reed qui était par là, posé sa moto. Elle se foutre de ma gueule. Et alors que t'arrives, t'as qui t'as quelqu'un qui s'exclame de joie en te voyant. T'as qui je te laisse. Non mais Alban, tu te laisses l'incarner, c'est toi qui l'as créé. Putain. Ah putain. Oh Taki, ma belle, comment ça va? Et tu vois qu'il s'approche, il a les mains pleines de résidus de Cheetos qu'il vient de bouffer. Il s'essuie sur sa salopette, il en met de partout, c'est dégueulasse. Il avait une petite barbe de 3 jours, il y a des petits morceaux de Cheetos dedans d'ailleurs. Ouais, il s'approche de toi, je peux pas le faire s'approcher, mais c'est pas grave. Ouais. Je serais positionné très stratégiquement pour faire en sorte qu'il y ait ma moto entre nous deux. Et plus il s'approche, plus il fait le tour, mais finalement, moi je me doute qu'il faut une passion à faire le tour de ma moto aussi. Ouais. S'il manque pas des trucs, tu vois. Ouais, je vois le genre. Et il te dit alors en se grattant le torse de manière assez bof quoi. Ouais. Tu m'as pas répondu l'autre jour quand je t'ai demandé si tu voulais qu'on aille se manger un truc ensemble un soir. Hein? Alors? Non, mais en fait, en ce moment, c'est compliqué. Ah, ça va, je sais que pour l'instant t'as pas de mission et tout. Allez, on peut aller se bouffer une saucisse. Tu veux le fourrer? Ah, si tu proposes. Je continue de rire, je suis dans le garage, j'entends ça de l'intérieur, alors je me dis de rire. Non mais c'est gentil, mais non mais je crois que ah non, je me souviens,
Je suis en train de complètement de... Putain, mais fous-moi la paix, en fait. Bah écoute, c'est quoi, je dois aller bosser là, j'ai Ouais, une bécane à remorquer, je te laisse encore quelques jours pour réfléchir et puis bah tu sais où me trouver hein, ma belle. Ouais, bah en fait, non, j'ai pas envie. Un petit clin d'œil, tu sais, bien graveleux là. Mais putain, mais c'est qui lui? Pourquoi il me tourne toujours autour comme ça? Je viens vers toi, tu sais, ma grosse main se posée sur ton épaule. Pourquoi? Qui c'est qui me déplace? Qui c'est qui vient de voler mon token subonné? C'est pas moi. Ah, c'est Jade qui fait une connerie, où elle m'amène. Ouais, tu m'amènes là-haut, n'importe quoi. Je viens de te voir et du coup, c'est même plus ce que je voulais dire. Elle m'a coupé mon RP, garce. Tu mets une main sur son épaule, t'as dit? Et non, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Je t'ai lâché. Démerde-toi avec le moche, quoi. Non, mais en fait, tu vois, là, j'étais en train de... Mais qu'est-ce qu'il me veut tout le temps, celui-là, quoi? Mais genre... Il y a d'autres nanas dans le club, non? Je suis pas la première. Pourquoi c'est après moi qu'il en a tout le temps? Ah, c'est clair que là, tu le vois, il repart, il se gratte les fesses en repartant, d'ailleurs. C'est très glamour. Ah ouais, non, mais ouais, parce que Sacha, elle est déjà prise. Mais Lila, personne, pourquoi il lui tourne pas autour d'elle? Ah oui, cela dit, Sacha, elle est déjà prise, mais ça l'empêche pas d'essayer aussi avec elle. De manière moins insistante qu'avec toi. Ça, c'est le code d'honneur des bikers. Ah non, il le fait pas. Non, ouais, les régulières, c'est clairement la régulière de Dick. Pourquoi je suis clowné maintenant? Je sais pas. C'est pas possible, celle-là. Non, mais alors, on va dire que elle, il la drague pas, mais il lui fait des petits compliments quand même. Oui. Parce que il est comme ça, il complimente les femmes. C'est pareil, Shenan, il lui fait des petits compliments un peu graveleux aussi, mais pas avec des vraies arrière-pensées, quoi. Pas comme toi. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, il n'y a pas d'autres nanas dans ce putain de club. C'est pas possible. Et c'est qui d'ailleurs? Pourquoi il me tourne tout le temps autour? Ah, c'est Lai. Et tu vas apprendre à le connaître, c'est le mécano. C'est la dépanneuse. Le mécano? Sérieux? Je m'approche de toi, je mets une main sur ton épaule parce que j'ai suivi un petit peu la scène, tu vois. Et je te dis, mais d'un air totalement sérieux. Écoute, franchement, couche avec lui. Quoi? Comme ça, c'est fait. Il te fera plus chier derrière. Mais je vais pas coucher avec lui. Ah bah, tu fais ce que tu veux, hein. C'est une suggestion, écoute. Hein. T'as couché avec, toi? Et puis quoi encore? J'ai des principes. J'ai des principes. Bah, bien sûr. Je passe ma main autour de la taille de Koda et je me serre un peu contre toi. Et j'ai bien sûr que non, bébé. Tu sais très bien que j'irai jamais voir ailleurs. Et d'ailleurs, ce matin-là, tu t'es réveillé avec quelle femme, en fait? Ah, je vais le jouer au dé. Enfin, au machin. Attends, c'est où? Roll table, machin. Roll. Une fin de violence. Charmant. Ok. Non, parce que moi, à la base, j'étais juste venu voir repérer les lieux, quoi, c'est tout. Bah, sinon, tu lui casses la gueule, ça marche aussi. Hein. Il te respectera, après, il arrêtera. Hein. Attends, ça fait quoi? Ça fait une semaine que je suis là, j'ai pas commencé à casser la gueule des gens. Bah, tu sais, des fois, une bonne baston, là, ça... Déjà, ça passe les nerfs. Et en plus, ça permet de faire en sorte qu'il te respecte un peu pour ce que t'es. Et pas qu'il te voit comme un bout de viande. Oh, alors ça, je te rassure, c'est ni le premier, c'est ni le dernier. Ah, écoute, si tu sais vivre avec ce genre de cas, moi, personnellement, généralement, quand les gars se comportent comme ça au club avec moi, ils finissent... je crois que le dernier en date, il a fini avec le bras pété. Ouais, mais bon, ça, c'est des trucs que je peux pas me permettre quand t'es toute seule, quand je suis toute seule sur la route. Ah, et Koda, en fait, il se souvient, il a un souvenir. Ah, Shenan. Que la dernière fois qu'un gars t'a menacé, t'allais draguer lourdement au Olinko Yacht. Ouais. Et tu lui avais sorti, touche-moi encore et je te bouffe les couilles. Et en fait, c'est vrai. Heureux, il a eu la malchance de vouloir pousser sa chance et tu allais le choper derrière le bar et
Je lui ai fait croire que j'allais lui faire, une petite gâterie, et puis je lui ai littéralement bouffé les couilles, effectivement. Manger une andouillette. Ah, j'ai mangé l'andouillette, les knackis, balls et tout ce qui allait avec. Hein. D'ailleurs, c'était pas très bon. Et je t'ai sorti juste à ce moment-là du bar pour te chercher. J'ai vu ça, je fais ah, je retourne à l'intérieur. Là, j'ai rien vu. Et je me suis dit à ma tête, voilà pourquoi je suis gay. Et ouais, bon après en même temps, tu sais que je risque pas de te faire ça à toi. Hein. Bah, Je sais que tu tiens à ton service 3 pièces. puis tu sais que faut pas trop y aller trop fort avec moi, sinon tu risques d'avoir une autre baffe sur la gueule. Ouais, j'ai pas envie. Bah. Vous savez pas où il y a un motel ou un truc comme ça? Parce que j'avais pensé crécher là, mais enfin, si c'est pour vous taper le gros lourdeau tous les jours. Ouais, c'est vrai qu'au Clubhouse on a quelques lits superposés. Bon, c'est pas Non mais grave, attends, quoi. Koda, on a une chambre, Parce que. une chambre de libre. Lyle, c'est ça? Je te regarde de travers quand tu dis ça. Bah, une chambre de libre. Ouais, bah, Bah, oui, bien sûr, on dort ensemble. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, et puis le loyer, mine de rien, bon, le qui il est sympa, mais voilà quoi, c'est bien si on a une 3e personne pour nous aider à payer le loyer quoi. Écoute, C'est sûr. bah on va pas la laisser en plan quand même. Tu crois vraiment que c'est bien pour elle Ah ouais, qu'elle c'est couche sûr, comme ouais, ça ouais. dans un. Bah voilà, on est censé se serrer un minimum les coudes. Faudra faire un peu de rangement quand même alors. Oui, bah ça. Et en fait, quand je dis ça, je repense en fait à 2-3 trucs qui traînent dans l'appart. Ouais, genre ta collection de gottes dans les toilettes par exemple. Voilà, mes strings en cuir, ma collection de gottes nichées. Et aussi dans le frigo, tu peux voir où il y a des doigts, ouais, qui smoothie. C'est mes snacks. C'est mes petits snacks pour quand j'ai faim. Bon, l'idée, bon, d'accord, mais. C'est risqué. Bon, je n'oserais pas contredire ma meuf. C'est risqué. C'est bien, il a compris qui c'est qui porte la culotte. Ouais, on a une piole de libre si tu veux. Ça vous dérange pas? Bah, tant que tu payes ton loyer, de toute façon, la plupart du temps, tu seras sur la route. Ouais, enfin là, j'ai l'intention de me poser quelques temps, là. Je sais pas, là, il y a un truc. D'habitude, je sais plus ou moins combien de temps je vais rester. Ouais. La dernière fois que je suis parti, je suis passé par Charming, par exemple, bah, je resterai que 3 jours. Je suis resté que 3 jours. Après, je suis passé à Walnut Grove, bah là, c'est pareil. Je suis resté que quelques jours. Et là, je sais pas, il y a quelque chose. Bah, écoute, ça engage à rien. Tu viens, tu visites un peu là où on crèche, et puis si ça te plaît, banco. Si ça te plaît pas, bah, il y a toujours. Je crois qu'il y a un motel à la sortie de la ville d'Amber Lake, pas loin. Ouais, le Rusty Pine Motel, ouais. Ouais, bref, ils sont pas. Ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit, quoi. Quoi? Ouais, bah, si tu veux, tu peux venir boire l'apéro ce soir. Ouais, je ramène les bières. Ah, ça c'est cool. Bah, elle commence bien quand même. Hein. Par contre, moi je suis désolé, je vais vous laisser. Faut que j'aille à la salle là. Attends, 2 secondes, ma chérie. Je te prends par le bras là pour t'amener un peu à l'écart dans le. Regarde. Tu fous de ma gueule là? Non, mais c'est quoi cette idée là que t'as eu là? Bah, non, mais écoute. Clairement, on s'en sort pas avec le loyer, on est en train de galérer comme pas possible. Moi, mon salaire de serveuse, il suffit pas. Toi, ton salaire de Chippendale, ça suffit pas non plus. Attends, pardon, c'est une activité secondaire. Mon premier métier, je rappelle, c'est mécano ici au club, je suis payé. Hein? Oui, mais entre l'un et l'autre, bah, ça suffit pas. On arrive à payer le loyer, mais après... quelle chambre? On lui file quelle chambre? La tienne ou la mienne? Bah, moi, je suis dans la grande chambre. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, tu viens... Quand elle est là, quand elle dort là, tu viens avec moi. Ça va, tu sais très bien qu'au pire, il se passe rien, quoi. Sauf si vraiment j'ai une faille urgente, mais voilà. Et on dort ensemble quand elle est là, et quand elle est pas là, tu reprends ta chambre. La place, putain, les pieds froids. Ah bah t'as qu'à me les réchauffer, les pieds, ils seront plus froids. Faut que
que je range tout, putain. D'accord, ouais, c'est ok. Ah. On a besoin de pognon, de toute façon. On a besoin de pognon et je te rassure, je te rappelle que moi aussi j'ai des trucs à ranger. Parce que, Ouais, comme ouais. tu dis, le frigo, il va pas se ranger tout seul, quoi. Oui, Va falloir que je ouais. camoufle les trucs. Ça va être un investissement quand même un petit peu, mais bon, va falloir que je rachète des tupperwares pour le frigo qui sont opaques. Parce que là, j'ai un peu des trucs transparents, donc il va falloir que j'achète un peu des Je te trucs le dis opaques. depuis plusieurs mois, faut qu'on te trouve un garde-meuble où on te fout le congèle, et puis voilà. Ouais, je sais. Pour t'en faire ta salle d'abattage. C'est pas con quelque part. Bon, on va y réfléchir, on verra pour faire ça effectivement. Bon là, par contre, faut vraiment que j'y aille parce que j'ai besoin de me défouler. Ça. Puis ce matin là, j'ai envie de buter quelqu'un en fait. Donc je crois que va falloir que j'y aille avant que Lyle s'attaque à quelqu'un d'autre et que je lui fasse ravaler sa face de gros bébé. Ben, au moment où tu dis ça, la vie n'est pas simple. Ah oui. Oh, pardon. Oh, pardon. On entend la moto de Dick arriver. Ouais. Et il a l'air soucieux. Oh, pas cool. Tout le monde à la table. Réunion. Je lève les yeux au ciel et dans ma tête, je dis merde. Et du coup, nous allons aller. Certes, on a la table sur le plat, mais on va aller à notre belle table que j'ai fait pour nous. Et elle est belle. C'est moi, vous voyez que tout le monde arrive, ceux qui sont présents. En fait, il va appeler. Donc, voici la table. Donc, Elle est faite magnifique. à partir de pièces de moteur. Et au-dessus, en fait, c'est toutes les plaques d'immatriculation des motos des gangs rivaux qu'on a butés. Et en fait, c'est un peu une tradition des Spirit Coyotes un peu pour foutre la honte aux autres bikers de récupérer les plaques d'immatriculation de leur moto. Bah, j'imagine qu'il doit y en avoir aussi sur les murs des plaques d'immatriculation Oui, bien de ce style, parce Bien qu'au sûr. bout d'un moment, ça rentre plus sur la table, Un quoi. peu comme le 32 ferme version bikers. Ah merde, j'aurais dessus. On avait une ou deux à ramener, tiens. Moi, je les ai Et pas gardés. du coup, bon, on va être obligé d'attendre quelques minutes le temps que tout le monde du gang débarque. Même si la plupart travaillent à la casse. Il y a un peu de tout le monde qui va arriver. Dick, Enola, Isaac, Kai, Kai, Vipers. Sinon, en fait, au début, Dick parle un peu avec Enola. Et elle a l'air d'avoir la mine assez grave. Du coup, elle se pose au siège principal, où il y avait, vous savez, le petit marteau, Ouais. pour lancer les débats et faire les votes. Elle nous regarde, tour à tour. Bon, on a un petit souci. Oh. On va la régler. Visiblement, il y a des travaux qui ont été lancés sur le bord d'une route. Et ils ont trouvé, les gars du chantier ont trouvé 3 corps. Et elle se planait un petit peu le truc. Si ça ne nous préoccupe directement, c'est qu'en fait, ces 3 corps, c'est nous qui les avons foutus là, il y a 6 ans de ça, lors d'un règlement de compte. Et vous doutez bien que les corps vont être sûrement amenés aux pompes funèbres locales pour identification. Coroner. Malheureusement, alors, en fait, Amber Lake n'est pas une ville assez grande, et même Amber Lake n'a pas réellement de coroner. Ils ont juste des pompes funèbres. Du coup, Blackwater non plus. Ils sont trop petits aussi. Et du coup, il faut qu'on. Le problème, c'est que si l'enquête est ouverte pour découvrir l'identité de ces 3 corps, la balistique pourrait prouver et les ramener à nous. Il faut qu'on s'occupe de ces corps d'une façon ou d'une autre.
Et elle pose son regard sur les prospects. Bah oui, logique. Je pense que ça peut être une bonne première mission pour vous, les nouveaux. Je veux que vous vous occupiez de ces corps. Ah oui, tiens. Avant que la shérif d'Umberlake puisse les identifier. Donc en gros, on les fait disparaître sans laisser de traces. Idéalement. Faut les rechoper, les enterrer ailleurs. Ouais. Je te regarde quand tu dis les enterrer ailleurs, je dis Ça va le pas plus, être trop- le plus simple, c'est pas de les enterrer, c'est de les carboniser. Oui, non, mais quand je dis ça, Ou alors, je vous regarde, je me gratte un peu le menton là. Non, on peut les ramener ici et les mettre dans le compacteur. On fout les cordes dans une Ça marche voiture. aussi. Dans le coffre d'une voiture. Ouais, On les met la voiture au compacteur et ça fait un joli cube. c'est vrai. il reste des squelettes dedans, quoi. Ils seront compactés. Ouais, mais... Et regarde, ça fait des gros. Ouais, ça fait des gros cubes, tu sais, de ferraille. ouais, ça fait des cubes de 1 mètre par 1 mètre, quoi. Un truc comme ça, 1m50 grand max par 1m50. Donc c'est hyper compacté et c'est impossible de le décompacter pour trouver des corps, quoi. Ils se sont broyés à l'état de poussière. Surtout qu'en plus, si ça fait 6 ans qu'ils sont enterrés, ils doivent déjà être dans un sale état. Je Bon, te bah. regarde du coin de l'œil, je suis là, mais à mode. Ouais, t'auras sûrement rien à bouffer. Dessus. Ouais, mais de toute façon, je compte pas, je bouffe pas la bouffe avariée, moi. hein. Bon, allez, s'infiltrer dans une morgue, piquer des cadavres. Et là, tu regardes, t'as qui ça va aller pour toi, cette nouvelle? Ouais, hein, c'est pas le pire truc, hein, ça va. C'est vrai que j'ai jamais trop versé dans l'illégalité pour l'instant, mais bon, faut bien un baptême du feu. Hein. T'as des Ah. avis de la plupart des membres du club quand tu dis ça? Bah, c'est vrai. Il y a une première fois à tout, tu sais. Et t'es Et pour, t'as. Eh, Red pour pas me Wolf, laisser. il va te pour pas me laisser- dire une petite réponse. Bah, Red Wolf te regarde, il dit tu sais, Blanche-Neige, à un moment donné, tu auras plus blanche que la neige. c'est ce que j'allais dire, tu vois. Pucelle pour l'instant, là-dessus. Pucelle, faut la démonter. Ah, tu peux répéter, j'ai pas bien entendu. Je suis pucelle en la matière pour l'instant. Et une pucelle pour la rôder, bah il faut la démonter. Ah, tu vois que. Tu peux voir du coin de l'œil que. Ghost rougit un petit peu quand tu dis ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est lui que je regarde en disant ça. Enfin, je le fixe pas avec les gros yeux, mais tu sais. Et de l'extérieur, à mon avis, il y en a un, ils auraient entendu ça, il aurait fait moi, je veux. Sprums. Donc, je réponds. Donc, ouais. Rentrer dans une morgue, piquer 3 cadavres, disparaître. Dans un bled comme celui-là, ça devrait pas être trop compliqué. Je pense pas qu'il y Là, ait de sécurité, tu vois. là, les corps, ils ont déjà été récupérés et amenés. Ouais, ils ont été découverts ce matin. Je suis passé, en fait, ce matin. C'est dit qu'il reprend la parole. En fait. Ouais. Je suis passé ce matin, j'ai vu qu'il y avait déjà la fourgonnette de la shérif de Humberlake qui était sur place, donc je pense que le temps qu'on discute et tout, elle a déjà fait amener les corps aux pompes funèbres à Humberlake, c'est merde. Les pompes funèbres Ibis, c'est ça? Ah ouais. Ouais. Faut aller à Humberlake. Je connais. Ils les ont pas ramenés ici. Non, c'est un shérif, ça a été plus sur le tronçon de route entre ici et Humberlake. Ah, d'accord. Ouais. Heureusement pour nous, j'allais dire, car la shérif d'Umberlake, ouais, c'est. Voilà, derrière, c'est pas la plus méchante, c'est pas la plus aptitude. Oh. Ils ont super. Là, je vois ce que je suis choqué. Car il Ouais, parle ah ouais. de Meredith Carter. Bah oui, mais elle est vachement intelligente, Meredith. C'est juste que. Disons que vaut mieux que ça soit de son côté à elle plutôt que ce soit Travers qui est. Double face. Ce fameux double face, c'est ça? Ouais, double face. Lui, c'est clair, il aurait même pas hésité à envoyer un des squelettes, il aurait déjà pointé du doigt les coyotes. D'accord. J'ai pas encore eu Genre affaire à à dire, il mime un peu la voix de Travers. Ouais, y a que des coyotes pour enterrer des squelettes dans le désert.
Je n'ai pas encore Tu le regardé. refais vachement bien. Et je peux pas m'empêcher, tu vois, un peu sous l'effet des nerfs et de la faim, comme ça. Je peux pas m'empêcher de dire putain, ce Traverse, un jour, j'aurai sa peau, je lui enfoncerai mon poing entre ses deux yeux, là, et je lui ferai éclater le cerveau avec. T'as des regards un peu. Alors, très mauvaise idée, hein, parce qu'on sait ce qu'on perd, hein, jamais ce qu'on gagne. C'est sûr. Ouais, d'accord. Bon, Inola reprend, elle se lève, elle prend le marteau, tape sur la table. Donc c'est bon, c'est adjugé. Kenan, Taki, Koda, vous vous occupez de cette affaire. Ouais. Ça va, Ok. Wonderlake, je la connais, donc ça va. C'est un super diner, non? Et alors qu'elle se lève, je vous propose que nous terminions notre introduction de la... Yes. 23h pile poil. Yes. Magnifique. La suite, la prochaine.